Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce bilan de Non, pas de Money in the Bank, de Double or Nothing. C'est sur la même page, c'est compliqué. J'ai pas pris de notes, encore une fois, pour ce pay-per-view. Mais a priori, je devrais pouvoir m'en rappeler, c'est relativement frais. Nous sommes lundi, c'était hier. C'était hier que je l'ai regardé. En moyenne, ça a été le troisième meilleur PPV de l'année, sauf erreur de ma part, sur mon ordinateur sur lequel je fais les moyennes. C'est ça, troisième meilleur PPV de l'année, derrière Worlds Collide qui est premier, mais qui va jamais être détrôné étant donné les notes que j'ai mises au match. Et derrière NXT TakeOver Portland. En fait, il y a une recette relativement simple pour avoir une bonne moyenne, c'est faire peu de matchs. Tu fais 4 excellents matchs, bah t'as une excellente moyenne. Je devrais intégrer ça, je devrais intégrer le nombre de matchs à la note d'une façon ou d'une autre. Ou alors c'est bien que plus il y a de matchs, plus c'est handicapant, parce que ça fait des trucs comme par exemple WrestleMania avec 16 matchs, faut arrêter de déconner. Ouais, donc globalement ça a été vraiment un très très bon PPV, on va commencer tout de suite par parler du buy-in, c'est comme ça qu'ils appellent le kick-off. Private Party contre Best Friends. Bon, j'ai mis C à ce match-là. C'était assez... Il y a eu des moments où c'était très brouillon. Ça vient surtout de Private Party, qui sont une équipe relativement jeune, et à plusieurs moments ça a posé vraiment problème au niveau du déroulé du match, quoi. Ça restait un bon... C'était même pas vraiment un bon match, c'était un match qui était vraiment juste là, quoi. C'était... les deux équipes sont capables de mieux. Dans l'ensemble, le match a été assez sans conséquence, c'est-à-dire qu'ils ont fait gagner Best Friends, comme je l'avais prédit, et c'est bien, parce qu'ils étaient là pendant le confinement, tout ce que j'ai déjà dit pendant les pronostics en fait. Donc je vais pas m'éterniser, on va passer à la carte principale avec le premier match, le Casino Ladder Match, avec comme participant mystère Brian Cage, comme je l'avais deviné. Ce que j'avais pas deviné, c'est qu'il allait venir avec Taz, un ancien catcheur, qui du coup va servir de manager à Brian Cage, qui est plutôt chouette étant donné que Taz avait proposé son aide plusieurs fois à Darby Allin avant Double or Nothing. Darby Allin l'a rejeté plusieurs fois. Ça laisse supposer une rivalité entre Brian Cage et Darby Allin. Et c'est là que j'ai un problème. Je lui ai mis A parce que le match était vraiment très très fun. Il y avait plein de spots très sympas. Darby Allin qui se jette du haut d'une échelle sur une échelle posée à l'horizontale entre la barrière et le ring sur son skate. Très dangereux. Brian Cage qui fait son entrée surprise avec une échelle qu'il casse en deux, en l'écartant comme ça, une montagne de viande, un gros monsieur, un très très gros monsieur, Brian Cage. Tout le monde s'est plus ou moins ligué sur lui et l'a enterré sous des échelles, des barricades, une chaise et un gros jeton de poker qui était dans le décor. Orange Cassidy aussi qui était très rigolo, qui arrivait et qui allait voir les commentateurs directement pour leur demander ce que c'était déjà les règles du match. Et quand ils lui ont dit mais Tony, donc le producteur on va dire de AEW, il leur a dit, mais Tony te l'a déjà expliqué 200 fois. Orange Cassidy qui fait... Oh. Et qui va sur le ring, mais il a pas envie du tout. Parce qu'en fait, Orange Cassidy, il a la flemme, il a tout le temps la flemme. Du coup, il essaye d'attraper le jeton comme ça, parce qu'il fallait attraper le jeton qui était au-dessus du ring. Il essaie d'attraper le jeton comme ça, il peut pas. Du coup, il dit, bon, je vais prendre une échelle. Il prend l'échelle, il reste l'échelle à l'horizontale par terre. Il grimpe sur l'échelle à l'horizontale par terre. Il peut toujours pas. Bref, c'était rigolo. Il y a eu un échange rapide de coups entre les deux gros mastocs du match qui étaient Brian Cage et Luchasaurus. C'était sympa. Il y a plein de rivalités dans lesquelles j'ai envie de voir Luchasaurus. J'ai envie que Luchasaurus, il affronte des gros gars. Il affronte Brody Lee, il affronte Wardlow, il affronte Lance Archer. Enfin voilà, des gars présentés comme des dragons, si vous voulez, le boss avant le boss final. Et donc ouais, j'ai pas été très fan de la fin où Brian Cage a vraiment juste décroché le jeton parce qu'il y avait plus personne. J'aurais pas fait gagner Brian Cage. C'est une façon efficace de le mettre en avant, mais ça fait tôt quoi. Je pense qu'il y avait moyen que quelqu'un d'autre gagne et que Brian Cage soit quand même placé haut dans la carte. Pour moi c'est maladroit de faire en sorte que le participant mystère gagne. C'est une idée que j'aime pas beaucoup, mais bon, le match était quand même excellent. Ensuite, parlons de match excellent, MJF contre Jungle Boy. Dans ce qui aurait pu être le match de la soirée, il y a un autre match, et personne va être d'accord avec moi sur ce coup-là, mais j'en ai rien à faire. Dans ce qui aurait pu être le match de la soirée, MJF contre Jungle Boy, je lui ai mis un A aussi. Je lui ai mis un A et pas un A+, parce que je trouvais que ça manquait un peu d'histoire, c'est-à-dire qu'on a juste dit à MJF, ah oui en fait t'affrontes Jungle Boy à Double or Nothing, et voilà, et du coup il a affronté Jungle Boy à Double or Nothing. Enfin, ça manquait d'histoire, mais le match était très très bon, et à mon avis il commence à l'écrire l'histoire. C'est-à-dire la Jungle Boy contre MJF à Double or Nothing, c'est Johnny Gargano contre Tommaso Ciampa au Cruiserweight Classic. C'est le premier match de ce qui va être une rivalité qui va sans doute durer des années, je pense. Les deux sont très très jeunes, ils sont excellents. Et ils sont excellents tous les deux dans leur rôle, c'est-à-dire que MJF a gagné en jouant heel, mais sans vraiment tricher de façon très... C'est-à-dire que Wardlow est pas arrivé avec sa bague là énorme pour qu'il mette un pain à Jungle Boy pour voler la victoire.
il a gagné, pas clean, faut pas déconner, mais en catchant quoi. Il a gagné en étant le meilleur catcheur. Et c'est pas passé loin, Jungle Boy a failli gagner. Non, du coup, c'était vraiment un très très bon match. Le spot que j'ai retenu, c'est le... Je vais appeler ça un Dragon Rada, mais je me trompe peut-être. Bref, Jungle Boy saute sur les épaules de MJF et se penche en arrière pour que MJF atterrisse tête la première sur les abords du ring, de l'autre côté de la corde, sur sa tête. C'est le genre de truc... Quand on me dit ouais le catch y a rien de vrai dedans, saute sur ta tête et, et dis-moi qu'il y a rien de vrai. Le match était vraiment très très bon. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'histoire, mais j'ai hâte de voir où est-ce que ça va aller parce qu'à mon avis on est en train de construire une rivalité qui va durer très très longtemps. Ensuite nous avons eu Cody contre Lance Archer pour le titre, pour l'inauguration du titre TNT. Alors la ceinture est vraiment moche, mais j'ai appris plus tard, apparemment les commentateurs l'ont dit, mais ça je l'ai pas entendu. C'est pas la ceinture définitive, c'est un prototype parce que la période étant scalée, ils ont pas pu finaliser la ceinture. Donc c'est pas la ceinture définitive, ce qui est une excellente nouvelle et ce qui est très rassurant. Ça fait vraiment la ceinture dans le mode create your belt dans un jeu vidéo WWE quoi. C'est pas ce qu'on veut pour une ceinture qui se veut prestigieuse. Alors j'ai mis A- à ce match. Le problème que j'ai eu avec ce match, donc A ça veut dire qu'il était excellent, donc d'emblée j'ai pas eu de gros problèmes avec le match. Le problème qui fait que j'ai fini par mettre un moins, c'est d'une part, il a été mal construit, c'est-à-dire que Lance Archer a vraiment dominé très très fort pendant tout le match, et tous les comebacks de Cody étaient très temporaires, quoi, c'est-à-dire ouais, il revient. Non, le souci, c'est vraiment qu'à la fin, la fin faisait très... mal chorégraphié. Arn Anderson, qui était dans le coin de Cody, intervient pour déstabiliser Lance Archer qui était debout sur la 3e corde. Un arbitre arrive des coulisses pour dire « Eh, dis donc, monsieur l'arbitre vrai du match, lui, il est intervenu !» Ce qui n'arrive jamais, je sais pas pourquoi là, bref, c'est pas logique. Donc l'arbitre dit « Ah ouais, bah, Arn Anderson, tu dégages !» Puis Jake the Snake, qui était dans le coin de Lance Archer, « Tu dégages aussi !» Pourquoi ? Aucun sens. Donc Jake part, revient avec un sac dont on devine qu'il contient... son serpent, Damien. Et là, Mike Tyson, donc qui devait remettre le prix, enlève son t-shirt et Jake Roberts a peur de Mike Tyson et du coup il repart en coulisses et ça déconcentre Lance Archer et Cody lui met 2 Crossroads pour la victoire. Ça s'est fini très vite. Ça s'est fini très brutalement, alors que Lance Archer avait vraiment dominé le match, quoi. Mettre la ceinture sur Cody, c'est pas spécialement une mauvaise idée. Ça crédibilise d'emblée le titre. Il y a plein de gens qui ont dit Cody fait partie des dirigeants, qu'il s'accorde lui-même la ceinture, est-ce que ça craint pas un peu pas mal? En fait, Cody est dans une position délicate où il faut qu'il gère au mieux, c'est-à-dire que, certes, c'est le dirigeant, c'est aussi l'un des meilleurs catcheurs de la fédération, tu peux pas lui enlever. Tu peux pas lui dire « D'accord, t'es directeur, mais t'arrêtes de catcher !» Ce serait un sport compétitif. Je verrai en quoi il y a un conflit d'intérêts entre c'est ta promotion et si tu participes et que tu gagnes. On peut se demander si t'as pas les arbitres dans la poche. Là, c'est du spectacle. Qu'est-ce que t'en as à faire, quoi? Faut que Cody décide ce qu'il y a de mieux pour son entreprise. Et Cody étant à la fois une figure très connue du monde du catch et un excellent catcheur, pour moi il n'y a pas de problème à ce qu'il s'accorde la ceinture. Au contraire, ça crédibilise le titre, c'est bien, c'est une bonne chose. Et puis on peut pas vraiment dire qu'il est péché par orgueil depuis qu'il est, je veux dire, il perd très souvent Cody. Il s'est interdit en kayfabe d'avoir un titre pour le match, un match pour le titre mondial. Il a perdu contre MJF et pourtant il faut qu'il se book de façon... ça c'est un reproche que les gars de WrestleTalk lui faisaient et ils avaient raison. C'est que Cody avait tendance à perdre trop au début. Cody, Kenny Omega, The Elite, quoi, les gars qui ont fondé All Elite Wrestling, ils avaient tendance à perdre trop au début. Et c'est bien qu'ils se soient un peu réfrénés là-dessus, parce que c'est eux les stars, c'est eux qui doivent être bons. Et au contraire, ils n'ont pas été assez orgueilleux, et donc du coup, là j'ai vraiment pas de problème avec le fait que Cody gagne le titre. De plus, ça a quand même vachement mis Lance Archer en avant, quoi. C'est pas comme si Lance Archer était passé pour un guignol, quoi. Donc pour moi, il n'y a pas de problème, c'est vraiment juste la fin du match qui était un peu brouillon, un peu trop scénarisé, puis scénarisé avec des grosses ficelles. C'est le seul truc que j'ai pas aimé, sinon le match était vraiment très bien. Ensuite, on a eu alors le match le plus quelconque de la soirée, Kris Statlander contre Penelope Ford. Malheureusement, ça devait être Kris Statlander contre Britt Baker, parce que c'est L2 qui avait une histoire et qui aurait pu avoir un payoff, enfin un paiement intéressant. Britt Baker s'est blessée au genou et du coup elle a été remplacée par Penelope Ford. Penelope Ford est pas mauvaise du tout. Kris Statlander est nettement meilleure et puis elle est nettement plus haut placée dans la chaîne alimentaire de la division féminine de AEW. Donc Kris Statlander a gagné de façon prévisible. J'ai mis un B au match, mais pas de... il était bien, hein. Ensuite, le mauvais match de la soirée, Shawn Spears contre Dustin Rhodes. Vous voyez ce que je disais dans mes pronostics quand je disais qu'il était temps que Shawn Spears commence à gagner un peu? Bah là en fait non seulement il a perdu, mais en plus il s'est fait humilier, c'est-à-dire il a dit ouais je vais affronter Dustin Rhodes mais il n'est pas là. La musique de Dustin Rhodes commence à
à jouer, et t'as Shawn Spears qui se retourne vers la caméra, genre « Ah, je vous ai eu, c'est moi qui ai demandé à ce qu'il fasse jouer la musique, parce qu'en vrai, il est pas là. » La musique repart. Shawn Spears dit Ah non, on avait dit une seule fois jouer la musique. C'était maladroit. Et donc Dustin Rhodes arrive derrière Shawn Spears, lui enlève ses vêtements, c'est beaucoup moins sexuel que ça d'ailleurs. Lui baisse son caleçon pour le mettre cul nu et lui donne une claque cul nu. Le peu d'histoire qu'on avait, c'était Shawn Spears qui dit à Dustin Rhodes qu'il a pris sa retraite parce qu'il est vieux. Donc du coup voilà, le papy met la fessée aux jeunes quoi. Et on se rend compte que sur le caleçon de Shawn Spears, il a une photo de Tully Blanchard, son manager, et Dustin Rhodes fait son reckoning pour la victoire. Dans un match qui n'en était pas vraiment un, j'ai mis C-. Shawn Spears, il a pas de bol, parce que quand il était à la WWE en tant que Teddy Dillinger, il faisait rien et il perdait souvent, et c'était pas très gratifiant. Là, à AEW, c'est mieux, mais c'est pas beaucoup mieux, hein. Il a pas vraiment de direction, il change de direction tous les mois ou presque. Puis ça l'est pour lui, parce que c'est un bon catcheur, et ni WWE ni AEW savent quoi en faire, quoi. C'est quand même moche. Enfin, voilà, moi ça m'a beaucoup frustré parce que j'aimerais voir Shawn Spears gagner. Ensuite, et c'est là qu'on va pas être d'accord, pour moi ça a été le meilleur match de la soirée, mais pas en tant que catch pur, pas en tant que prouesse technique, pas en tant que... voilà, juste en tant que construction d'histoire. Hikaru Shida contre Nyla Rose, je lui ai mis A+, parce que c'est le match qui m'a fait le plus réagir, c'est le match dans lequel je me suis le plus senti investi, de loin. Et c'est quelque chose qui est difficile à résumer, qui est difficile à synthétiser et qui est difficile à vous communiquer. C'était la bonne conclusion d'une histoire. Bon, d'une part, d'un point de vue technique, le match était bien. J'ai toujours du mal avec Nyla Rose. Il y a certains passages où ça manque de punch, quoi, si vous voulez, ça manque de jus, quoi. Mais c'est mon appréciation personnelle de Nyla Rose. Hikaru Shida, elle est géniale. J'aime vraiment beaucoup Hikaru Shida. Je la trouve très... En fait, la raison qui fait que j'ai vraiment adoré ce match, c'est que la victoire d'Hikaru Shida, qui est donc devenue la nouvelle championne de AEW, a été très cathartique. C'est-à-dire, en fait, Nyla Rose est une très bonne heel. Je m'en étais pas rendu compte, parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas aimer son personnage, mais les deux meilleurs matchs que j'ai notés de AEW dans la division féminine étaient des matchs avec Nyla Rose. Le meilleur match jusque-là, c'était Nyla Rose contre Rio, où Rio a perdu la ceinture, parce que j'étais content qu'une catcheuse finisse par gagner la ceinture et être là à AEW. Pas de bol, ensuite il y a eu ce que vous savez qui a fait que Nyla Rose n'a pas pu être là. La raison pour laquelle Rio était pas là, c'est parce qu'elle catchait dans d'autres fédérations et du coup elle était pas là parce qu'elle pouvait pas être là. Ce match-là, Hikaru Shida contre Nyla Rose, c'est peut-être le meilleur match de la division féminine de AEW pour l'instant. Donc c'était un match sans disqualification, elles ont détruit une table de billard, Hikaru Shida a fait un running knee sur Nyla Rose qui a renversé un énorme jeton de poker dans le décor. Et il y a eu toute une narration au niveau du kendo stick parce que Nyla Rose avait volé le kendo stick d'Hikaru Shida. Et du coup, Nyla Rose est venue avec le kendo stick sur le ring. Et Shida a fini par le récupérer. Et ça a joué dans la fin du match, puisque Hikaru Shida a fini par mettre un coup horizontal dans la tronche de Nyla Rose avec le kendo stick, qui a cassé le kendo stick. Ça a dû faire super mal. Et donc... Hikaru Shida a conclu avec le running knee pour la victoire. Non, c'était vraiment très très chouette, c'était vraiment très très chouette comme match, et puis c'était cathartique, quoi. C'était vraiment la gentille que tu veux voir gagner, gagne contre la méchante que tu veux pas voir gagner. C'était voilà, une histoire de catch, une très bonne histoire de catch, bien racontée, avec des bons personnages. Tout ce que j'attends d'un match, quoi, finalement. Je voyais pas de raison de pas lui mettre A+, étant donné que j'ai vraiment réagi très très fort à ce match. Une idée qui pourrait être intéressante, ce serait que je me filme pendant les PPV, et je mets des extraits de moi qui réagis au milieu de mes analyses comme ça. C'est une idée à creuser, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, commentaire. Hein, voilà, référencement. Allez-y, commentez. Oui, AEW, le soutien. Ensuite, nous avons eu le premier des deux main events, c'est comme ça qu'ils l'ont présenté, Jon Moxley contre Brody Lee. J'ai mis A- parce que le match était excellent, je vais pas dire le contraire. Maintenant, alors ils ont catché tout autour du ring, beaucoup plus que sur le ring. Ils ont détruit des barricades, ils ont détruit un peu le décor. Je vais vous raconter la fin, parce que j'aime beaucoup la fin. Jon Moxley fait un Dirty Deeds à Brody Lee à travers l'équivalent de la rampe, donc entre le ring et l'escalier qui va vers les coulisses, donc à travers, donc ça casse le bois du truc si vous voulez. C'était un peu impressionnant. Certaines personnes avec qui j'ai regardé le match se sont demandé
demandé si c'était voulu, parce que quand même c'était vraiment passé pas loin de leur tête. Jon Moxley est sorti du trou d'abord, puis Brody Lee avec la tronche en sang comme pas permis. Brody Lee est remonté sur le ring et Jon Moxley lui a fait un autre... j'ai dit Dirty Deeds, c'était le nom de sa prise de finition à la WWE. Maintenant ça s'appelle le Paradigm Shift. Il lui a fait un Paradigm Shift sur le ring, et Brody Lee s'en est sorti au compte de 1. Il s'en est mangé un à l'extérieur du ring, la tronche en sang, il s'en est mangé un deuxième sur le ring, et il s'en est sorti à 1. Ça, c'est ce que j'appelle protéger un catcheur dans la défaite. C'est-à-dire que... Ouais, Brody Lee, vous voyez, je suis même pas énervé, parce que dans mon pronostic, je disais, il faut que Brody Lee gagne, parce que sinon je vois pas où est-ce qu'il va. Là, je vois où est-ce qu'il va. Ok, il est resté très très fort dans la défaite. Tout le monde reste fort, il y en a qui va être content. Donc Moxley commence à taper sur sa tête là où il saigne. Je crois même qu'il lui mord la tête à un moment. Bon, c'est pas bien, faut pas faire ça. Lui fait un deuxième Dirty Deeds, enfin un troisième du coup. Brody Lee s'en sort au compte de 2. Et du coup, Moxley comprend en même temps que nous qu'il n'arrivera pas à faire le tomber. Il n'arrivera pas à le maintenir à terre pour 3 secondes. La seule façon pour lui de gagner, c'est qu'il soit plus conscient. Donc Moxley l'étrangle, et effectivement, le match continue tant que Brody Lee est toujours conscient. Mais dès que Brody Lee ne répond plus à l'arbitre, ce dernier sonne la fin du match et la victoire de Jon Moxley. J'ai eu un petit problème avec cette fin, elle n'était pas super claire. La façon dont c'était filmé, c'était pas super clair. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que l'arbitre a sonner la fin du match de façon arbitraire. Il aurait dû faire le spot qu'ils font à la WWE, qui est juste... avant c'était cartoonesque, maintenant ils le font mieux. Avant ce qu'ils faisaient, c'est que quand il y avait quelqu'un qui faisait un étranglement comme ça, il soulevait son bras une fois, le bras tombait, il soulevait son bras une deuxième fois, le bras tombait, et il soulevait son bras une troisième fois, et... Oh non, non, tellement fort, tellement la puissance! Maintenant ce qu'ils font, c'est juste soulever une fois, et si ça tombe, le match est fini. Ce qui est un peu plus logique, parce que si tu réponds pas, c'est que t'es déjà inconscient, t'as pas besoin de le soulever 3 fois, et bref. Et là, l'arbitre a juste dit ok, là c'est bon, il me répond plus. Mais le problème, c'est que c'était pas assez visuel pour moi. Mais ça n'empêche que le match était excellent. Jon Moxley a gagné. Jon Moxley est vraiment établi comme un grand champion. Je veux pas que Brian Cage gagne. Je pense que Brian Cage ne gagnera pas. Je pense que Brian Cage est à peu près au niveau de menace de Jake Hager, c'est-à-dire je suis très très fort, mais je suis juste très très fort, que je suis pas au sommet de la chaîne alimentaire, quoi. Et là, pour le coup, j'ai vraiment hâte de voir qui va détrôner Jon Moxley. Peut-être MJF. MJF est très bon. Peut-être que c'est trop tôt pour MJF aussi. Je sais pas. En tout cas, j'ai hâte de voir. Et enfin, nous avons le deuxième main event. L'Inner Circle contre The Elite et Matt Hardy dans un Stadium Stampede. Je vais essayer de vous parler des spots qui m'ont plu. J'ai mis A seulement, parce que pour moi, il n'y avait pas assez de drama, d'investissement émotionnel pour justifier un plus. A, ça reste excellent. Hein. Alors, donc ça se passe dans un stade vide. T'as l'Inner Circle qui arrive et qui sont habillés en footballeurs américains avec des tenues assorties, parce que c'est des connards. The Elite arrive ensuite avec de la pyrotechnie, avec plein de pyrotechnie, alors que c'est un stade, c'est ridicule. Avec de la fumée, du feu, enfin c'est très bien. Mais Hangman Page n'arrive pas, et Kenny Omega dit à ses acolytes, ne vous inquiétez pas, il va venir, il a un plan. Il commence à se battre, il y avait un ring au milieu du stade, il n'a pas servi beaucoup, mais bon, il était là. Et Hangman Page finit par arriver sur un cheval, et il commence à poursuivre Sammy Guevara. Sammy Guevara qui a donc été heurté par une voiture de golf conduite par Matt Hardy, et avec Kenny Omega dans la place passager qui fait ah, on va t'avoir. C'était drôle. Dans l'avant-dernier épisode de Dynamite avant Double or Nothing. Donc là, ils ont fait le même spot, mais avec un cheval et avec Hangman Page. Hangman Page qui a fini par aller à la buvette du stade, où l'a rejoint Jake Hager dans un plan que j'ai vraiment beaucoup aimé, où Jake Hager arrive à la buvette et s'assoit à côté de Hangman Page qui lui demande « T'es venu pour boire ou t'es venu pour te battre ?» Et Hager répond « Je suis venu pour les deux. » Il boit un coup et puis commence à se mettre sur la gueule. Donc voilà, c'était un bar fight, un combat de bar. Alors c'était marrant, à la fin Kenny Omega est venu aider Hangman Page, donc ils sont toujours champions par équipe les deux. Une fois que Jake Hager a été vaincu par un buckshot lariat, pas avec l'aide des cordes comme c'est le cas d'habitude, mais avec l'aide du dos de Kenny Omega. Kenny a servi un whisky à Hangman Page, et Page a servi un grand verre de lait à Kenny Omega, puisque Omega ne boit pas d'alcool, et ils sont retournés aider leur copain qui était en train de se battre sur le stade. Pendant ce temps-là, il y avait Santana et Ortiz qui affrontaient Matt Hardy dans le passage le plus cinglé peut-être du match, et c'est dire beaucoup parce que ce match-là était bien allumé. Par quoi je commence? Santana et Ortiz ont fait semblant de noyer Matt Hardy, et à chaque fois qu'il le sortait de l'eau, c'était une différente incarnation de Matt Hardy, parce qu'il a changé plusieurs fois de gimmick pendant sa carrière, et en fait à chaque fois...
c'est trop long à vous expliquer, mais il a un truc dans son lore, on va dire, qui s'appelle le lac de réincarnation. Et du coup, ça faisait écho à ça. À chaque fois qu'il était plongé dans l'eau, il ressortait différent. Ortiz, qui avait peur d'aller dans le bassin qui était profond de peut-être 1 mètre d'eau, parce qu'il savait pas nager, du coup ça le faisait peur. Matt Hardy a tapé sur une cloche avec la tête d'Ortiz juste à côté, et Ortiz a fait... Ils ont vraiment embrasser à fond le côté débile du catch, parce qu'il y a un aspect débile dans le catch, faut l'accepter pour trouver ça drôle et pour pouvoir apprécier les moments où c'est plus sérieux. Enfin vraiment, ils ont vraiment joué le jeu très très fort. Matt Hardy a mis Santana, donc du coup l'autre, dans un endroit où il y a de la glace. Où il y a des glaçons, je sais pas, ça doit exister dans les stades, ça doit être un truc fréquent. Et il l'a enfermé là-dedans avec un balai, du coup il pouvait plus sortir. Ensuite, donc Jake Hager c'est fini, Santana c'est fini, Ortiz c'est fini, donc il reste plus que 2 membres de l'Inner Circle. Le pauvre Sammy Guevara a continué de s'en prendre plein la gueule. Ah non, je vais raconter Chris Jericho d'abord. Chris Jericho a fait un Judas Effect sur une mascotte de football américain. Donc sa prise de finition, il l'a faite à une mascotte. Ce match est allé vraiment très très loin. Mais tout le monde a ri, quoi. C'est le genre de match que tu peux montrer à quelqu'un qui regarde pas le catch, parce que c'est tellement n'importe quoi que c'est parfait. C'est très drôle. C'est mieux si t'as quelqu'un qui s'y connaît pour pouvoir expliquer les différentes références, mais même sans ça, ça reste drôle. Chris Jericho a fini par se faire avoir, je sais même plus par quelle prise, je me rappelle juste que Hangman Page est arrivé avec un truc pour dessiner les lignes de stade derrière, et qu'il est passé sur Chris Jericho. Donc Chris Jericho il s'est retrouvé avec une marque blanche là comme ça sur la tronche. Et ensuite ouais, donc c'est Sammy Guevara qui a fini le match. Matt Jackson a fait un des spots qu'il fait souvent, où il fait plusieurs Northern Lights suplex d'affilée, sauf que d'habitude il en fait 3. Là, il a fait toute la longueur du stade. Évidemment, c'était monté, donc il passait à autre chose et il revenait. Il était encore en train de faire des Northern Lights suplex, très drôle. Et donc, Sammy Guevara était complètement HS. Il finit par se réveiller, et il y a l'arrosage du stade qui lui éclabousse la gueule. Du coup, du coup, ça le réveille et il voit plus personne autour de lui. Du coup, il pense qu'il a gagné. Et là, il entend... Il fait une tête, il a l'air vraiment terrifié. Et t'as Matt Hardy et Kenny Omega dans une voiture de golf qui le regardent genre... C'est beaucoup plus drôle à regarder qu'à raconter, je suis désolé, mais c'est vraiment beaucoup aimé. Et qui commence à rouler derrière lui pour répéter ce spot d'il y a 15 jours. Sammy Guevara réussit à s'enfuir, mais il monte dans les gradins, il se fait surprendre par à peu près tout le monde. Il y a Hangman Page et les Young Bucks qui le surprennent, qui commencent à lui faire des super kicks, et puis t'as Kenny Omega qui les rejoint et qui fait sa prise de finition, le One Wing Angel, des gradins jusqu'en bas. Enfin, il descend dans un truc qui amortit le choc, mais qui est quand même vachement haut, et l'arbitre monte sur une échelle pour vérifier si Kenny Omega est en train de couvrir Sammy Guevara. C'est le cas, donc du coup l'arbitre compte pour la victoire de The Elite, et à la fin, tout le monde, les 4 membres de The Elite et Matt Hardy, célèbrent leur victoire dans le ring. C'était mignon que Hangman Page célèbre avec Kenny Omega et les Young Bucks, parce que y a beaucoup de tensions entre eux, et du coup ça semble indiquer que les tensions s'apaisent. J'espère que c'est pas la fin de cette histoire de tension avec Hangman Page, parce que ça me semblerait très brusque comme fin pour une histoire que j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir où ça va aller, j'espère qu'ils vont pas totalement abandonner le truc, mais là... Les voir tous ensemble, ça faisait... je vais pas dire c'était rassurant, ni c'était beau, mais c'était... Il y avait de l'apaisement dans leur tension, et ça c'était bien. J'ai oublié de dire qu'à un moment donné, Matt Jackson a fait un frog splash du haut des gradins à travers une table sur Chris Jericho. Il s'est passé tellement de choses. Si vous devez voir un match de ce pay-per-view là, c'est celui-là. De la folie comme match. Donc voilà qui conclut ce pay-per-view qui était vraiment bon. AEW, ils sont très réguliers dans la qualité de leur show, donc ça c'est vraiment positif. D'ailleurs c'est assez rigolo, parce que dans mon classement du mois là pour le stat, je vais vous le donner. D'abord je vais vous donner les 6 auxquels j'ai mis, vous savez comment je fonctionne, les 6 auxquels j'ai mis des points bonus pour le stage de l'année. Et après je vous fais un point sur qui est à la tête du stage. Ça peut peut-être vous intéresser. Avant Double or Nothing, il n'y avait pratiquement aucun membre de AEW dans le classement mensuel du Statch. Après Double or Nothing, il y a pratiquement que ça. Ils sont 7 dans le top 10. Alors, j'ai mis 6 points à Cody, 5 points à Brian Cage, 4 points à Brody Lee, 3 points à Hikaru Shida, 2 points à Jon Moxley et 1 point à The Elite. Et du coup, individuellement à chaque membre de The Elite aussi. Quant à savoir où on en est dans le Statch, parce que je pense qu'il y en a parmi vous que ça intéresse, parce que c'est pas parce que j'ai arrêté l'émission que j'ai arrêté de faire mon tableau. Alors en première position on a Otis, en deuxième position on a Drew McIntyre,
En 3e position, on a Seth Rollins. En 4e position, on a Becky Lynch. En 5e position, on a l'Inner Circle. En 6e position, on a Cody. 7e, Orange Cassidy. 8e, Brody Lee. 9e, Lance Archer. Et 10e, Hikaru Shida. Donc voilà, il y a 5 personnes de AEW dans le classement. Si on prenait pas en compte AEW, en 5e, on aurait Asuka. En 6e, on aurait Karrion Kross qui a fait ses débuts à NXT en début de mois. 7e, Timothy Thatcher. En 8e, Sonya Deville qui a un mois absolument incroyable. 9e, Daniel Bryan. Et 10e, Jack Gallagher qui est très bon sur 205 Live qui a repris la semaine dernière. Merci à tous d'avoir regardé ce bilan de Double or Nothing dans lequel j'ai parlé un petit peu d'autre chose parce que c'est sympa. On va se retrouver... Ouais, je vais être très occupé là, je vais être très occupé dans les semaines qui viennent. Donc n'hésitez pas, pensez à vous abonner à Linksoft, pensez à rester abonné à Link the Sun, pensez à activer les notifications parce qu'il va y avoir du taf très bientôt. Je dis ça dans une vidéo qui sera pratiquement pas regardée, mais je vais pas pouvoir sortir le point culture, la deuxième partie du point culture sur la philosophie ce mois-ci, donc je vais faire une parenthèse pour me laisser le temps de faire cette deuxième partie du point culture. Merci à vous pour votre attention. N'oubliez pas le pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Si vous êtes abonné, n'oubliez pas les notifications. Mettez dans vos commentaires ce que vous avez pensé du PPV. Soyez polis dans les commentaires. Essayez d'être un peu civique, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!